Madame, Monsieur, bonsoir. 63e jour depuis l'entrée en vigueur de l'état d'urgence sanitaire. Et aujourd'hui, 8e réunion du comité de veille économique. Outre les chiffres communiqués sur les principales mesures décidées par le comité en faveur des entreprises et des ménages, à l'ordre du jour aussi l'après-crise, et ce, à travers un dispositif de garantie de l'État variant entre 80 et 95% selon l'entreprise, garantie de financement, de relance de ces entreprises. Le comité veut faire du plan de relance une base pour un pacte où État, entreprises, secteur bancaire et partenaires sociaux prennent des engagements clairs et assumés par tous. Mais comment financer tout cela? Le budget 2020 étant désuet, pas de plan de relance avant le fameux projet de loi de finances rectificative qui devrait en tout cas être dévoilé incessamment. Il faut noter que ce n'est pas la première fois que le Maroc a recours à une loi de finances rectificative. Quels en sont les enjeux? Quel moteur de croissance à cibler tout en mettant le turbo dans les secteurs prioritaires comme la santé? Le Maroc risque-t-il le surendettement? Les réponses en première partie d'émission en compagnie de Mohamed Karim, chef du département d'économie à la faculté de droit de Salé. Et des finances de l'État, on enchaînera avec la finance, avec Mohamed Darabi, professeur d'université en finance, qui analysera la situation à la bourse de Casablanca, qui a été elle aussi gagnée par la panique liée à la pandémie, un peu comme dans le reste des marchés financiers mondiaux. Les autorités de la place ont également opté pour un mécanisme appelé coupe-circuit, ce qui permet de suspendre temporairement toutes les transactions boursières dans des moments d'extrême volatilité. Au-delà de l'impact Covid-19, comment redonner vie à ce marché boursier casablancais? Réponse donc en deuxième partie d'émission. Restez avec nous. Et comme annoncé lundi par le chef du gouvernement, un projet de loi de finances rectificative est en gestation. Quelles seront les grandes lignes de cette nouvelle feuille de route financière pour le reste de l'année? Élément de réponse avec Hicham Razouani. La loi de finances rectificative annoncée par le chef du gouvernement est très attendue. Le gouvernement y travaille d'ailleurs actuellement. Ces grandes orientations doivent être fixées en Conseil des ministres avant d'être présentées en Conseil du gouvernement pour ensuite être approuvées par le Parlement. Une chose est sûre, la croissance sera loin des 3,5% prévus pour 2020. Même le scénario d'une progression de 2% du PIB semble peu probable. Après les 0,7% de croissance enregistrée au premier trimestre, la chute a été abyssale au deuxième trimestre, avec une régression prévue de moins 6,8%. Même une reprise de l'activité après le déconfinement annoncé au 10 juin ne permettra pas de rattraper les pertes engendrées par le coronavirus. Des secteurs phares comme le tourisme et le transport sont frappés de plein fouet. À cela s'ajoute la sécheresse et la baisse déjà palpable de la consommation intérieure. Le gouvernement doit donc revoir sa copie en ce qui concerne la croissance, mais également le déficit budgétaire, sans parler de la baisse des recettes fiscales et éventuellement du budget d'investissement. Sur le plan international, le Royaume devra s'adapter à la nouvelle configuration des chaînes de valeur mondiale en attirant, à grande échelle, des investissements internationaux en recherche de nouveaux centres de production à proximité des marchés européens et africains. Et depuis Salé par Skype, Mohamed Karim, chef du département d'économie à la faculté de droit de Salé. Bonsoir, professeur Mohamed Karim. Bonsoir, madame. Merci pour votre invitation, Ramadan Karim. Ramadan Karim et Aïd Moubarak pour le coup, à vous aussi. Donc merci d'avoir accepté notre invitation. Ma première question, avant de parler des bases, n'est-ce pas, de ce projet de loi de finances rectificative, pourquoi le Maroc, contrairement à d'autres pays, n'a pas souvent recours aux lois de finances rectificatives, sachant qu'il n'y a pas que l'effet de coronavirus, mais il y a aussi un élément qui revient plusieurs fois, celui de la sécheresse, par exemple. Oui, effectivement. Depuis 30 ans, le Maroc n'a pas déposé une loi de finances rectificative. Par contre, si on prend quelques pays d'Europe, chaque année, ça devient un rituel, une loi rectificative au premier trimestre, au semestre. Même les pays membres du mois, l'Union monétaire de l'Ouest africaine, ils déposent aussi parfois des lois de finances rectificatives. Alors, à mon avis et de par mon expérience, il y avait des occasions qui étaient offertes au Maroc pour déposer des lois de finances rectificatives et ça n'a pas été fait.
Alors, je prends l'exemple de l'année, du deuxième semestre de l'année 2000, où la première opération de privatisation de 35% de Salat al-Maghrib à l'époque, l'opération n'a pas eu lieu, elle a été reportée à 2001. Et pourtant, les ordonnateurs, ils ont continué à engager les crédits et on n'a pas déposé. Et puis, la conséquence étant, en fin d'année 2000, Oui. Il y avait une accumulation d'arriérés de l'équivalent de 13 milliards de dirhams. Donc ce n'est pas la première fois que le Maroc a recours à une loi de finances rectificative. Depuis 30 ans, aucune, jamais. Aucune depuis jamais. 30 ans. Super. Depuis Alors, 30 ans, oui, effectivement. selon vous, oui, bien sûr. Je suis en train de citer les occasions qui normalement devaient être saisies pour déposer de lois de finances rectificatives et qui n'ont pas été faites. Très bien. Comment un budget, justement, peut répondre aux priorités, notamment les dépenses en santé, tout en, bien sûr, relançant la machine économique et la croissance? Alors, il y avait des hypothèses qui n'étaient pas respectées, mais il y avait une hypothèse ou deux, ou quelques changements de crédit. Mais par contre, pour 2020, toutes les hypothèses ont été transgressées et les enveloppes aussi, ils ont changé. Donc toutes, vraiment, à tel point qu'on ne se permet pas de ne pas déposer loi de finances rectificative. Vous avez dit pourquoi? Parce que la loi organique des finances de 2015, il y avait un article qui n'est pas très clair. Et d'ailleurs, c'est une loi qui devait être aussi amendée sur ce plan parce qu'il ne détermine pas les conditions de dépôt et qui va déposer, quand est-ce, quelle procédure. Il y avait juste un article qui dit que le ministère de l'économie et des finances prépare un projet de loi rectificative au nom du gouvernement et le dépose et discute au Parlement 15 jours. Bien sûr, il passe au Conseil de gouvernement et au Conseil des ministres. Il y a le problème du vide juridique qui fait que vraiment la marge reste au ministère des Finances qui dépose quand il veut. Alors aussi, une des choses sur lesquelles on n'a pas parlé et qui exige aujourd'hui, en 2020, de déposer une loi de finances rectificative, c'est que le fait que le Maroc, en 2020, il a commencé ce qu'on appelle la gestion axée sur les résultats, ou ce qu'on appelle les budgets programmes. Et qui dit les budgets programmes dit que les ordonnateurs, les responsables de programme s'engagent sur des résultats avec des crédits dont ils disposent. Aujourd'hui, comme vous l'avez dit tout à l'heure, les crédits, les recettes fiscales ne sont pas là. Les dépenses aussi, un problème. Il faudrait faire des réallocations. Les dépenses ont baissé certainement et les recettes se sont amoindries. Mais comment gérer ce budget tout en donnant la priorité à des secteurs tels que la santé ou encore l'éducation et en même temps relancer l'économie? Tout le monde parle de l'endettement. Est-ce que c'est la seule solution pour le moment? Effectivement. Alors, il y a un premier volet ici, c'est que les budgets en loi de finances rectificative, ils vont être orientés vers les secteurs que j'appelle souvent les secteurs transversaux qui sont des moteurs de croissance, à savoir, comme vous avez dit, l'éducation, la santé, la recherche scientifique, la gouvernance, les ressources naturelles, l'économie numérique, et bien sûr, et il viendrait après tout ce qui est redistribution, appui aux populations vulnérables et pauvres. Donc ici, les budgets sont des inputs qui vont se transformer en des productions output. Ça, c'est durant l'année 2020. Et puis, bien évidemment, on doit s'attendre à des résultats. Là, on ne doit pas oublier l'approche résultat. La pandémie Covid de 2019, à mon avis, elle a créé un choc dans l'organisation publique qui a suscité une résilience et une adaptabilité réussie au Maroc. À mon sens, à l'unanimité, le Maroc il a pu transformer les risques en opportunités et les priorités sont confirmées aujourd'hui donc vers ce qui est appelé, je dis, les moteurs de croissance, santé, éducation, gouvernance et ressources naturelles. Donc les crédits, ils doivent être les priorités qui étaient en 2020 ne sont plus les priorités aujourd'hui avec le Covid 2019. Donc il faudrait rapidement commencer aujourd'hui. Je crois que c'est un début d'un modèle économique qui se dessine, mais bien évidemment, les effets ne vont se faire sentir que dans le moyen terme. Mais aujourd'hui, on commence avec un budget input qu'on va transformer en output. Alors, je reviens à la question sur le déficit budgétaire. Effectivement, là, c'est un souci. L'année 2020 a tablé sur un déficit de 43,2 milliards de dirhams. Là, effectivement, le déficit, on est passé durant toute la période, dans tous les 30 ans, d'une politique affirmée d'équilibre budgétaire à une politique acceptée des déficits budgétaires, mais un déficit qui doit être soutenable, tenable, supportable. Donc, on peut s'endetter, mais à condition que le taux d'intérêt soit... Professeur Karim, qu'est-ce que vous appelez par un déficit budgétaire soutenable?
Un déficit budgétaire soutenable, c'est-à-dire un déficit qu'on arrive à financer, c'est-à-dire qu'on doit rester solvable. On peut accepter aujourd'hui au Maroc une politique de relance parce que là, c'est vraiment obligatoire. Mais quel est le pourcentage du déficit? Quel est le pourcentage de la dette publique pour que le déficit soit soutenable? Le pourcentage arrêté en loi de finances 2020, 3,5. Mais on peut, avec la crise, on peut aller jusqu'à 5, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, en 2012, si vous vous rappelez, à la veille du printemps arabe, on est arrivé à 7%. Et on l'a financé, et puis les problèmes, la résorption de la colère sociale a été absorbée. Aujourd'hui, en période de crise, nous devons opter pour une politique budgétaire qui s'appelle contracyclique. C'est-à-dire que la dépense publique doit jouer doit soutenir la demande intérieure et par conséquent la croissance économique. Qui dit demande intérieure, donc la dépense publique, c'est la consommation de l'État à travers tout simplement la distribution du revenu via les dépenses en matériel et divers, les dépenses bien sûr en partie investissement et puis bien sûr les salaires. Je crois que même les salaires et les recrutements, il ne faut pas les geler à ce stade. Donc d'ailleurs, la politique budgétaire doit être contracyclique, c'est-à-dire on est en crise, il faudrait dépenser assez. Bien évidemment, la conséquence étant sur le déficit budgétaire qui va peut-être doubler, mais ça va être géré comme ça a été géré en 2012. Très bien. Alors, professeur Karim, pour beaucoup d'observateurs, si l'État intervient davantage pour sauver les meubles, cela risque de conduire vers la défaillance, justement, et le programme d'ajustement structurel pour quelques chercheurs, on évoque même ce PAS, ce programme d'ajustement structurel des années 80. Qu'en pensez-vous ? On est très loin du programme d'ajustement structurel. Je vais vous dire pourquoi. Parce que 2012, déjà, on était avec 7% du déficit du PIB. Et aujourd'hui, avec un objectif en 5 ans de 3, on est arrivé à 3. Donc c'est gérable. Alors je crois qu'il faudrait rompre avec les prescriptions des FMI. Le Maroc a besoin aujourd'hui de deux politiques. Politique budgétaire de dépenses avec un déficit qui est finançable et une politique monétaire aussi. Il ne faut pas oublier la politique monétaire. La politique monétaire va jouer le rôle de relance aussi parce qu'il va aider. C'est une politique monétaire accommodante. Là, il faudrait continuer à baisser le taux d'intérêt directeur au niveau de la politique monétaire. Mais le problème étant dans les banques, les banques ne traduisent pas les orientations de la Banque du Maroc. Alors, il faudrait faire quoi? Il faudrait injecter encore des liquidités dans l'économie à travers des mécanismes non conventionnels de politique monétaire au niveau de la Banque al-Maghrib, à travers peut-être ce qu'on appelle l'open market. C'est-à-dire que la Banque du Maroc va intervenir sur le marché secondaire en achetant des titres et va injecter des dirhams. Il faut continuer à financer l'économie. Pourquoi? De l'autre côté, parce que n'oublions pas que si le déficit budgétaire, on se permet 5% du PIB, il y aurait une pression sur le marché interbancaire sous forme de bons trésors que l'État vraiment il vend pour le bancaire et le non bancaire et il va y avoir une remontée de son intérêt et pour garder son intérêt bas il faudrait que la banque al-Maghrib vraiment s'associe et avec ses politiques monétaires il a d'ailleurs beaucoup d'instruments, entre autres aussi c'est la diminution de la réserve obligatoire. Très intéressant votre analyse. Nous allons passer, si vous le permettez, professeur Mohamed Karim, aux questions de nos téléspectateurs à travers Facebook. Vous pouvez d'ailleurs interagir avec nous via le hashtag question écho. Et la première par Mustapha. Serait-il possible de nationaliser les entreprises industrielles marocaines qui risquent de fermer ou mettre la clé sous la porte pour éviter une crise sociale? Alors, je réponds à la question. Oui, bien sûr, professeur. Donc voilà, parce que je crois que je vais attendre d'autres questions. Alors, pour la nationalisation, effectivement, la crise du Covid-19, comme j'ai dit tout à l'heure, il nous a fait apprendre beaucoup de choses. Et d'ailleurs, universellement, la politique industrielle, il n'a jamais été une affaire du privé. C'était une orientation, il est orienté, il est conçu par l'État et il est orienté par l'État. Et d'ailleurs, en industrie, effectivement, ça demande des fonds colossaux. C'est une occasion, effectivement. C'est vrai que dans le cadre du partenariat public-privé, on associe le privé, mais je crois que la crise de Covid-19 a montré que l'État est désormais considéré comme le seul rempart face à cette crise humanitaire et la faillite du système. Très bien. Donc, je crois qu'il faudrait nationaliser, effectivement. Il n'y a pas que les industries qu'il faut nationaliser. Il faudrait nationaliser aussi l'éducation,
et il faut nationaliser la santé. Et vous avez vu comment ils se comportaient les lobbies des cliniques et les lobbies des écoles privées et aussi des banques, il ne faut pas oublier. Donc je crois qu'on a besoin... Je pense qu'on a répondu à la première question. Passons à la deuxième, si vous le permettez, professeur Karim. Alors, c'est le même internaute qui demande, les dernières études sur l'économie mondiale parlent d'un déménagement des multinationales de la Chine ou une relocalisation, en tout cas, de ces industries. Comment le Maroc peut-il attirer ces entreprises en se donnant le statut de pays sans risque face aux chocs majeurs? Effectivement, le Maroc, il a beaucoup d'atouts dans ce sens. D'ailleurs, c'est un des pays les premiers en Afrique qui arrive à drainer et à attirer des investissements directs étrangers. Voilà pourquoi, parce qu'il y a déjà des avantages fiscaux dans le cadre des zones franches, et il y a aussi une main-d'œuvre qui est abondante, et il y a la stabilité politique. Nous avons la chance d'avoir une monarchie incontestée, et nous pouvons aussi aller dans le sens de la démocratie aussi. Donc, je crois que sur le plan investissement direct étranger, il n'y a pas de souci, on peut attirer. Mais là, le problème où il est, c'est que lorsqu'on fait une politique industrielle et lorsqu'un investisseur étranger arrive au Maroc, on lui demande une sorte de compensation industrielle, c'est-à-dire on lui demande de transférer la technologie aux Marocains. Et d'ailleurs, le capital étranger dans un investissement étranger, il est 90%. Le capital marocain, il est faible. Et à la fin, on se retrouve avec un investissement étranger qui crée l'emploi, mais les plus-values sont ramenées à l'extérieur. Et surtout, s'il vous plaît, et surtout que nous avons des talents, nous avons des compétences. On n'a pas besoin des investisseurs étrangers nous donner la technologie. On l'a, on doit faire confiance dans nos compétences marocaines. Très bien, merci beaucoup professeur Mohamed Karim, chef du département d'économie à la faculté de droit de Salé, d'avoir répondu à nos questions.